Bonjour, chers explorateurs de conscience. Bonjour. Eh bien, nous allons aborder aujourd'hui le thème du couple en voyage. Alors, ce thème du couple en voyage, il suit le couple en naufrage. Justement pour faire contraste et également définir ce qu'est un couple en voyage. Comment peut-on définir un couple en voyage ? Alors effectivement, moi, la première image qui me vient, c'est l'image d'un voyage de noces qui était prévu pour aller nager avec les dauphins et qui ne s'est pas réalisé. Ah, ça m'a mis là vraiment une grosse casquette là. Et en fait, je suis toujours sur cette notion du voyage, la croisière de noces. Et finalement, le couple en voyage, c'est vraiment tout le chemin. C'est ça. Oui, c'est passé. Effectivement, il y a la belle image qui est là, comme la cerise sur le gâteau. Et finalement, je me rends compte qu'entre ce que j'ai projeté et la réalité sur le terrain, ça a été tout autre. Le couple en voyage, c'est un couple qui s'engage pour cheminer ensemble en conscience et faire face aux adversités, aux programmes. Bien sûr. Et ce n'est pas un engagement à moitié. Hein. C'est vraiment un engagement clarifié. Et c'est réellement un voyage. Alors qu'il soit de noces ou qu'il soit dans le cheminement, ça reste un voyage. Déjà, ce que je pourrais énoncer, c'est que dans le couple en voyage, il y a de la conscience, un minimum de conscience, et qu'il y a au moins un des deux partenaires qui n'est pas en errance, qui est sorti de l'errance, et que ce partenaire qui n'est pas en errance est là comme pour tendre la perche à l'autre. Donc soit il y a un partenaire qui n'est pas en errance, soit il y a les deux partenaires qui ne sont pas en errance. Ça signifie que ce sont des niveaux de conscience de l'entité vibratoire résultante, entité couple en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est plus facile si on est deux dans être en conscience. Hein. Ça n'enlève en rien les défis. Exactement. Un couple en voyage, ce n'est pas un couple qui a laissé toutes ses casseroles derrière lui. Hein. C'est un couple qui chemine en conscience. Et en cheminant en conscience, souvent ça accélère le process d'évolution et de transformation. Donc ça veut dire que c'est comme l'histoire de l'oignon. Quand une couche est résolue, la vie va nous présenter dans peu de temps la couche suivante à intégrer en fait. Donc on récure et on récure bien les casseroles à cet endroit-là. C'est ça. Alors pourquoi on récure ? Pour aller dans le fond du fond, pour aller toucher le noyau de ce qu'est l'entité couple en allant toucher notre propre noyau. Ça veut dire que le travail individuel, le partenaire ne peut pas le faire à notre place, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a à s'engager individuellement dans l'entité couple afin que l'entité couple puisse cheminer en vitesse de croisière et arrêter l'errance, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a bien brossé le tableau d'un couple en voyage ou est-ce qu'il y a à définir, peut-être on pourrait définir d'autres repères de ce qu'est un couple en voyage. Alors, qu'est-ce qu'est un couple en voyage ? Déjà, un couple avec un minimum de conscience et qu'il y ait au moins un des partenaires et l'arrêt de l'errance pour un ou pour les deux. Ensuite, qu'il y ait un engagement. On a abordé l'engagement d'un partenaire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait les deux partenaires qui soient engagés en conscience. Dans quoi ? Ce n'est pas l'engagement que l'on signe devant le maire lorsqu'on se marie. Ce n'est pas cet engagement-là. C'est un engagement de tous les instants. C'est-à-dire, chaque jour, cet engagement est renouvelé parce que qu'est-ce qu'il y a qui grippe ? Ce sont les égos et souvent qui vont jusqu'à se crêper le chignon. Quand il y a un peu de conscience, il y a un peu de désidentification qui se passe du point de vue de l'ego. On voit les choses, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'observateur qui est là, et ce qui se présente, ce n'est pas une matière pour balancer sur l'autre, mais c'est une matière de travail en commun ou individuellement. D'ailleurs, à cet endroit-là, quand il y a cette prise de conscience, cette prise de recul, en acceptant que l'autre est vraiment un autre que moi, ça veut dire qu'on est passé vraiment dans le stade d'adulte, je comprends qu'il est fait différemment, qu'il a un mode de fonctionnement différent et que je peux
à ce moment-là, me mettre aussi à son service et lui donner précisément la nourriture dont il a besoin pour nourrir la relation. C'est ça. Pour arriver à ce stade-là, il y a à bien comprendre son propre fonctionnement individuel et comprendre le fonctionnement du partenaire aussi, de façon à pouvoir nourrir ses propres besoins et les besoins justes du partenaire. Et donc qu'ils se vivent une sorte d'alchimie de conscience, d'alchimie émotionnelle, d'alchimie mentale, d'alchimie physique, d'alchimie, vous avez compris, à tous les niveaux, de façon à pouvoir évoluer ensemble ou de façon à permettre une évolution optimale de l'entité couple. À cet endroit-là, ça fonctionne vraiment avec un échange, comme une danse de l'inspire et l'expire, du donner et recevoir. Oui. De sorte que, que la relation, on va dire, entre dans un cercle vertueux. C'est pas toujours, en fait, en fonction des personnes, mais c'est pas toujours la même personne qui soutient et qui aide. Hein. C'est vraiment, on va dire, quitter la confrontation, la dualité, et puis pointer du doigt ce qui va pas, mais au contraire, venir soutenir l'autre dans son épanouissement. Et ça se fait vraiment ensemble, pour en fait se renforcer et s'accompagner en fait dans ce que nous avons en fait, décidé de réaliser ensemble. C'est ça. Si je faisais un dessin du couple, je dessinerais 2 segments verticaux en disant, ben voilà, ces segments verticaux, ce sont les personnes qui savent vivre seules, qui sont autonomes. Et comme elles sont dans ces segments verticaux, alors ensuite, il y a de la respiration qui va passer de l'un à l'autre. Et donc, eh bien, ça va faire des mouvements où il va y avoir une respiration, ça va être un échange entre les 2 partenaires. Et bien sûr, chacun des partenaires a besoin d'un échange avec l'extérieur selon ses propres besoins. Ça peut être des activités sportives, des activités culturelles ou autres, peu importe. L'idée, c'est que la personne soit à sa juste place dans le couple, sans tension de pouvoir ou d'autres forces, et que se partage l'échange entre les 2 de telle sorte que ce soit une nourriture de richesse partagée. Et au niveau individuel avec le partenaire et l'extérieur, et au niveau du couple dans les 2 partenaires. Quand il y a ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pierre de fondation de l'entité couple qui se crée et ça crée du poids. Et quand un des partenaires, supposons, part une semaine en déplacement professionnel, il part avec ce poids de l'entité couple. Donc l'entité couple sert aussi à valider une sorte d'enracinement de la vie ou une sorte de poids de présence dans la vie où il n'y a pas d'inquiétude, où il y a quelque chose qui rassure, où il y a un espace de sécurité, parce que tout ce qui a été créé dans l'entité couple, chacun en bénéficie individuellement et le porte aussi à l'extérieur de l'espace de l'entité couple. Est-ce qu'il y a complété? Oui, c'est bien ça. C'est un terreau commun et dans lequel chacun peut venir puiser en fait les nourritures dont il a besoin. Ça vient comme amplifier, élargir en fait comme le champ de compétences disponible pour le couple, pour les 2. C'est ça. Et donc, c'est un cheminement. L'image que j'ai donnée, ce n'est pas la phase terminale où il y a un objectif à atteindre, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de phase terminale. Il y a une évolution et constamment, il y a une gradation, une sorte d'évolution qui se fait dans le temps et on va définir ces différentes strates d'évolution dans des sortes de paliers de l'entité couple. D'ailleurs, j'aimerais rajouter à cet endroit-là, comme on est baigné dans la culture judéo-chrétienne, eh bien, ce qu'on veut, c'est l'amour, évidemment, dans la relation. Donc, on est focusé là-dessus, en fait, quelque part sur la manifestation en fait, de notre engagement. On est déjà à contempler ou à vouloir goûter cet état, alors que cette expression de l'amour, c'est quand même le fruit, on va dire, des échanges nourris entre les 2 personnes. Et c'est plus du tout la même logique à cet endroit-là. Donc au lieu de se questionner sur est-ce qu'il m'aime ou est-ce que je l'aime,
C'est plutôt, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour venir soutenir, enrichir la relation, et le sentiment va advenir de lui-même par ce qui aura été échangé. C'est ça. Et donc, il va naître au sein du couple de vraies valeurs. On ne va plus trouver cette question-là, est-ce qu'il m'aime ou est-ce que je l'aime? On ne va plus trouver de notion de jalousie, on ne va plus trouver de notion de manque de confiance. Ce sont des valeurs qui s'enracinent dans l'entité couple et il y a une totale confiance en l'autre. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est là, comme si c'était une partie prolongée de soi-même, en fait. Vous n'allez pas questionner une partie de vous dans laquelle vous n'avez pas confiance. Ou alors peut-être ce sont dans des personnages intérieurs. Mais la remise en cause de soi, comme elle ne se fait pas, comme elle est naturelle dans ce qui est acquis d'un point de vue de la conscience, eh bien c'est pareil au niveau de l'entité couple. Alors, on va vous décrire 3 sortes de couples dans l'évolution de l'entité couple. Et la première, et donc vous allez voir, c'est un cheminement qui va avec la conscience. Ce cheminement de l'entité couple, c'est aussi le cheminement de la conscience individuelle ou de la conscience au niveau de l'entité couple. Le premier couple, on va dire, c'est le couple 3D. C'est peut-être le couple où il y a le moins de conscience, ou alors il y a une conscience qui est plus en anesthésie. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Je pourrais même rajouter en anesthésie, ou déjà dans le fait de fonctionner ensemble, déjà en tant qu'adulte, ce serait déjà pas mal. Oui, bien entendu. Bon, c'est vrai, on peut poser le prérequis. Moi, je passe déjà à la phase suivante. Donc, imaginons deux personnes qui savent fonctionner, respecter les règles et les lois en société. Et donc, c'est quand même un couple qui sera focusé sur comment je pourrais dire, c'est pas un couple qui se questionne sur le fondement de ce qu'ils ont à réaliser sur Terre. Ça veut dire qu'en dehors du plan de carrière, de fonder une famille, d'être propriétaire d'une maison, de faire de beaux voyages, c'est ça. De pouvoir offrir les cadeaux à Noël. Enfin, là, vraiment, je fais une caricature, mais quand même, voilà, nous sommes baignés en fait dans ce système-là depuis notre tendre enfance. On pourrait dire les us et coutumes du pays. On pourrait dire que le fonctionnement de la 3D est vraiment relié, voilà, aux règles et aux lois du fonctionnement, on va dire, du monde des adultes, monde des adultes. C'est ça. Et passé ce phénomène de la 3D, on rentre dans un processus d'individuation et donc la coloration du couple se transforme radicalement. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la 3D? Souvent, c'est là que l'on hérite des mémoires transgénérationnelles. C'est là que l'on rencontre le couple papa-maman et on se rend compte que mince, je suis en train de fonctionner comme mon père ou ma mère. C'est là qu'on prend conscience de plein de choses et ensuite, bien sûr, on va aller déconstruire cela en conscience, en état accompagné par un thérapeute ou autre, de façon à ne pas reproduire ces programmes dont on n'a pas besoin dans notre évolution. D'ailleurs, c'est même souvent, je n'y échappe pas non plus, c'est de pouvoir en faire référence, on va dire, au passé, et d'être dans une contraction et de dire oui, mais comme il s'est passé ça dans mon histoire, bien j'en suis là, comme si ceci devait forcément provoquer cela. Donc il y a vraiment à déprogrammer en fait toutes ces choses qui se sont enracinées, parce que en fait, tout était ouvert enfant dans nos systèmes, donc ça a permis en fait, on va dire, d'éponger, on va dire, l'ensemble du patrimoine. Bon, j'allais dire après, il est largement temps de faire un bilan, de trier, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui me renforce, où sont mes talents, et puis ce qui ne m'intéresse pas, je le mets de côté, et puis j'avance dans le format, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas en quelques séances individuelles que ce travail s'opère. Ça va être dans le cheminement de l'entité couple que l'on va découvrir que le partenaire va être le meilleur outil pour appuyer sur les bons boutons, ceux qui déclenchent ma part où j'ai à aller voir derrière, que j'ai à faire grandir ou harmoniser, en fait. Et donc, il va y avoir une sorte
d'apprentissage au travers du couple. C'est pour ça que pour moi le couple, c'est peut-être la meilleure structure d'évolution, parce qu'on pourrait voir le partenaire comme étant le meilleur outil pour évoluer soi-même en fait. Et donc dans ce travail d'évolution, il va y avoir un apprentissage, il va y avoir une conscientisation, il va y avoir une évolution qui va s'opérer, il va y avoir une dualité qui va s'harmoniser d'un point de vue physique, émotionnel, mental, énergétique, relationnel. Donc on va grandir, on va se bonifier dans ce cheminement en couple. Donc l'entité couple, elle va se bonifier bien entendu. Et à partir d'un certain moment, il y a comme une sorte d'adéquation, de syntonisation au niveau du couple. Et le couple, eh bien, il se sent bien ensemble, même s'il y a encore des choses à intégrer. N'oubliez pas l'histoire de l'oignon, où il y a toujours des couches plus profondes. Cependant, le voyage devient un voyage croisière, où là, eh bien, on va s'entendre au niveau du couple pour servir la vie. Bien sûr, et être servi par la vie. D'ailleurs, à cette étape-là, on s'autorise des temps de pause où on peut se délecter donc, du fait d'être ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à bourriner tout le temps. Il y a un moment où ça se pose et puis on peut savourer les différentes étapes tout en poursuivant, hein, évidemment, le cheminement. C'est ça. Et donc, comme il y a une partie de soi qui est disponible pour servir l'autre, mais aussi servir la vie, tout en étant servi par la vie, on appelle ça, en tout cas, pour moi, je l'appelle le couple de service. Et donc, au niveau des chakras, c'est comme si le couple 3D était logé dans l'activation des chakras inférieurs de façon distorsionnée, c'est-à-dire la survie, le pouvoir et les émotions qui sont en désordre totalement. Et dès qu'on passe à une notion du couple de service, on vient s'asseoir dans le cœur, et le cœur est passé d'une notion de l'amour-souffrance à un amour de compréhension, un amour adaptatif, un amour évolutif, un amour qui devient de plus en plus conscient et qui va grandir. C'est à partir de cet endroit-là, pour moi, que commence vraiment le début de l'histoire d'amour, et non pas avec les chakras plus bas, puisqu'il y a de la souffrance, en fait. Dans ce couple de service, eh bien, le couple va servir à sa manière. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de couple de service ? Je peux faire un clin d'œil au couple d'Alain et Marie-Odile Brett de l'école Plénitude, hein, qui fait l'art-thérapie évolutive, hein, c'est là que j'ai appris, qui sont complètement dédiés, on va dire en conscience, à venir servir et donc éduquer à travers de nouvelles valeurs. Ça, c'est très concret et on le voit comment à la fois leur enseignement, mais surtout combiné à ce qu'ils sont, la manière dont ils fonctionnent ensemble, la manière dont ils ouvrent leur maison, la manière dont ils nous accueillent. On va dire c'est vraiment un tout, hein. Il n'y a plus de séparation entre ce qu'ils transmettent au niveau de l'enseignement et puis qui est en cohérence avec leur manière de vivre. Exact. En parlant de ça, pour moi, ça évoque le couple que je forme avec Antonella, où on a décidé, au travers du fait d'avoir fondé cette école à 4, hein, c'est comme si notre couple était engagé dans une vocation d'enseignement et de service au travers de nos propres compétences individuelles, en fait. Après, ça pourrait être simplement un couple de boulangers, hein, où il y a une personne qui fait le pain et l'autre qui tient la boutique, mais comme il y a une notion de service, il y a comme des valeurs qui sont là. Valeurs de la relation clientèle, valeurs avec le sourire, il y a quelque chose de beau qui est pressenti. Dans tous les couples en service, il y a quelque chose de beau qui émane dans ce qu'ils ont décidé de servir ensemble. Dans le couple de service, il y a comme une clarté qui s'est mise en œuvre concernant, on va dire, les lois cosmiques.
Ça veut dire qu'il y a, comment je pourrais dire, vraiment la conscience que les êtres sont venus s'incarner et offrir à travers la conscience qu'ils ont d'être une âme, offrir en fait une vision nouvelle pour pouvoir ensemencer la terre. Très bien. Alors, ce que l'on vous propose, c'est de rester en suspens, parce que là, je dois aller à un rendez-vous important et je me rends compte que c'est le moment. Et on va reprendre au même moment pour poursuivre avec la notion du couple divin et surtout aborder des choses qui pour moi sont essentielles parce qu'il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire définir c'est quoi un couple d'âmes jumelles, un couple de flammes jumelles, un couple d'âmes sœurs, et de sortir un petit peu de la projection de ce qui est fait pour la majeure de la population. Donc, à tout de suite. Alors, nous nous retrouvons, chers explorateurs de conscience. Voilà, donc pour moi, j'ai eu une petite séance d'acupuncture. Ça a été génial, je suis endormi. C'est comme si en 15 minutes, j'avais fait une sieste de plus de 2 heures. Voilà, très, très efficace. Alors, il me semble que nous en étions au couple de service. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que nous avions brossé l'ensemble de ce que pourrait être un couple de service? Oui, je crois qu'on avait clôturé sur... Ok. En donnant justement des exemples. Alors, on a abordé le couple 3D. Le couple où il y a une sorte d'anesthésie de conscience, et c'est là où se joue la dualité qui vient faire souffrir, y compris juste dans le cœur, donc l'amour-souffrance. Il y a cette notion du couple de service où déjà là, la dualité commence à être bien intégrée, elle est conscientisée, il y a l'engagement personnel, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Donc c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable, même si ça ne reste pas confortable, parce que quand il y a des traversées mémorielles, eh bien, elles sont à embrasser. Pour les personnages intérieurs, c'est pas simple, souvent. Et donc, on va aborder maintenant le couple divin. Alors, on va essayer de poser des chiffres. Essayez d'imaginer que les couples 3D, ça représente 98% de la population. Ça signifie que les couples de service, il y en a très peu, et on va dire quasiment 2%, 1,99% de la population. Qu'est-ce qui reste? 0,01% de couples divins. Et après, on pourrait même expanser ça au couple cosmique. Alors, qu'est-ce que c'est un couple divin? Et peut-être on a 2 définitions différentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour toi un couple divin? Ce serait, je sais pas, moi, ce qui me vient assez naturellement, c'est le couple que forme Deva Premal avec Miten. Ok. Je les vois au-delà du couple de service, mais comme un couple divin, ça veut dire qu'ils sont vraiment en célébration et en communion. Ok. Il y a la célébration, il y a la communion. Ok, pourquoi pas. Pour moi, ce que je pose, en tout cas c'est une définition que je pose pour qu'il y ait des repères. Pour moi, le couple divin, c'est l'octave supérieure du couple de service. Donc le couple de service, il est situé dans le cœur. Le couple divin, il est situé dans la conscience couronne qui est alignée avec le cœur. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité? C'est un couple de service harmonieux et qui est directement relié au plan céleste. C'est-à-dire, c'est un couple de service harmonieux et qui est inspiré. Ça veut dire que ce n'est plus le couple qui décide la forme du service, mais c'est la vie qui se préoccupe de ce couple pour inviter à servir d'une certaine façon, et ça peut évoluer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une inspiration directe, en fait. Le mental, il est vraiment transparent ou dans un arrière-plan, parce que c'est plus le mental qui décide, ce serait vraiment l'intelligence supérieure
qui décident pour eux. Et comme ils sont associés à cela, eh bien c'est comme si ça faisait partie un peu d'eux-mêmes. Et donc, parce que ça vient chercher notre part intacte, et notre part intacte, c'est le divin que nous sommes également, en fait. Donc voilà, pour moi, ce serait ça, cette notion du couple divin ou couple cosmique. Je ne sais pas si tu veux faire une différence entre couple divin ou couple cosmique. Je ne sais pas si le couple cosmique, ce serait quoi Voilà, il faut faire preuve. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, la dimension du couple cosmique, c'est comme j'allais dire je ne sais pas comment parler de ça, c'est comme une entité qui agit sur les multiplans tout en étant dans l'instant, quoi. Je vois bien ce couple divin inspiré et qui est guidé pour manifester quelque chose de très précis et qui dépasse en fait les sujets en question. L'aspect cosmique, c'est un aspect pour moi plus énergétique et multidimensionnel. Ok. Pour moi, je le vois un petit peu à l'image des avatars terrestres, c'est-à-dire que le couple divin, c'est un couple de chair et qui fait partie de l'incarnation terrestre, alors que le couple cosmique, il est dans l'incarnation terrestre et c'est un couple de chair, cependant, il est ouvert et il fait un pont avec le cosmos. Donc, c'est-à-dire, c'est une porte de passage d'informations. Et donc, c'est comme les avatars, on les compte sur les doigts de la main pour toute la Terre. Donc, il y en a encore moins que 0,01%. Ça, c'est clair. Donc, voilà, on a brossé les différents couples. Et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est comment aller vers cette notion du couple en voyage en matière de conscientisation, de travail personnel. Déjà, comme on a posé les prérequis, c'est-à-dire il n'y a plus d'errance personnelle pour au moins un partenaire du couple. Il y a une cohérence, c'est-à-dire il va y avoir comme une respiration dans l'entité couple qui va faire qu'elle est équilibrée, qu'elle nourrit l'un et l'autre des deux partenaires, y compris l'entité couple. Il y a une conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, dans le sens d'embrasser la dualité et cette notion de l'ego qui est tout le temps présent, parce que l'ego n'a pas à disparaître. La notion de l'ego est comme dans une transparence et au service de quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire l'ego dans ces personnages ne va pas être en rébellion ou chahuté au niveau des compulsions, des émotions et du mental, mais il va être comme l'interface dans la matière pour permettre que se réalise la notion du service qui est proposée par la vie. Donc il y a ces ingrédients-là. Donc si vous voulez, comme exercice, ça reviendrait à être en lien avec la vidéo précédente, le couple en naufrage. Ça reviendrait être en lien avec la relation à deux, ça reviendrait à être en lien avec la dualité, comment j'embrasse la dualité sans me couper de la dualité, en étant vraiment présent dans la dualité, et en endossant ma responsabilité de transformation à l'intérieur de moi, de ce que je vis au niveau physique, émotionnel, mental, énergétique, relationnel, etc. Donc ça veut dire, c'est vraiment, vous pourriez faire, on avait proposé un dessin la dernière fois, vous pourriez aussi faire un dessin pour poser l'endroit là où vous en êtes aujourd'hui dans votre couple en voyage, comment est-ce que vous le percevez, et si dans l'entité couple vous faites un zoom sur vous, qu'est-ce qu'il y aurait à prendre soin à l'intérieur de vous, de façon à ce que vous puissiez vraiment épouser cette notion du couple en voyage.
Voilà un exemple et n'hésitez pas à noter plein d'informations sous cette vidéo. On répond à toutes les questions quand il y en a. Qu'est-ce que toi tu pourrais proposer comme tremplin d'exercice ou d'observation ou autre? Moi, je placerais vraiment la dimension de mon couple intérieur dans l'espace de mon cœur. Voilà. Avec peut-être une série de visualisations voilà, qui me parlent. Ça veut dire qu'une image qui me parle pour moi, c'est pas forcément ce qui toi te touche, mais quelque chose qui représente vraiment l'unité de ce couple à l'intérieur, quoi. Et donc ça peut être voilà, juste poser une vision intérieure, un petit peu comme un état de prière. Enfin, je dis prière méditatif, quoi. C'est vraiment un espace de recueillement à l'intérieur de soi où c'est possible de visualiser l'homme et la femme intérieure qui sont en communion, quelque chose qui vous fait du bien et nourrir cette image-là. Très bien. Et n'hésitez pas à faire référence à la vidéo que nous avons partagée sur la vision, de façon à toucher, palper cette notion du couple en prière ou du couple que vous mettez dans le cœur, en fait. Très bien. Alors, maintenant, je voudrais ouvrir une grande partie, parce qu'on va certainement rétablir une information. Car aujourd'hui, dans le couple en voyage, la rencontre de l'âme sœur, la flamme jumelle, ça a été une grande mode, ça le reste encore. On va rétablir une justesse de l'information. Sachez que ce n'est pas de tout repos que de rencontrer une flamme jumelle ou une âme sœur. Et peut-être qu'on a des définitions à poser. Et pour moi, ce que je vais vous partager comme définition, c'est issu de l'ouvrage qui s'appelle « Les familles d'âmes » de Marie-Lise Labonté, où Marie-Lise parle à travers de sa guidance, dans cette période de plus d'une dizaine d'années de service en termes de canalisation pour les anges Xéda et l'archange Raphaël, Michael. Voilà, il y a eu une évolution de son canal à Marie-Lise. La définition qui est posée, c'est que les âmes jumelles, ce sont des âmes qui sont rencontrées dans plein de vies. Cependant, elles ne se sont pas engagées l'une par rapport à l'autre, elles ont joué dans les vies où elles se sont rencontrées. Ça veut dire que quand elles se rencontrent dans cette vie, il y a le souvenir de tout ce qui a été vécu et qui est simple et facile. Ça veut dire qu'il y a la joie, il y a de la légèreté, de la fluidité. Donc ça, ce sont des relations que l'on appelle d'âmes jumelles et non pas de flammes jumelles. Les flammes jumelles correspondent à la définition dans l'ouvrage de Marie-Lise Labonté qui correspond à des âmes sœurs primordiales. Alors d'abord, c'est quoi la définition d'une reliance d'âmes sœurs? Ce sont des âmes qui, dans certaines vies, se sont engagées pour une cause commune. Ça veut dire qu'il y a eu de vécu des rituels d'initiation qui se voient dans les ponts supérieurs où il y a une structure particulière. Et quand ces âmes sœurs se rencontrent dans cette vie, eh bien, qu'est-ce qui se vit dans la première partie de la rencontre, juste après la fusion de la reconnaissance des âmes, se vit tout ce qui a été laissé en plan ou pas terminé. Donc, c'est un grand nettoyage. Et ce grand nettoyage, il est nécessaire pour réaborder la partie suivante, qui est une partie de réengagement à servir ensemble. Donc ça, ce sont des âmes sœurs. Et dans les âmes sœurs,
il y a une catégorie d'âmes sœurs particulière qui se situe au milieu de la famille d'âmes, dans le noyau de la famille d'âmes. Ce sont les âmes sœurs primordiales. Ce sont des âmes, dans cette définition qui a été transmise, qui ont décidé de vivre l'expérience en se séparant. Donc imaginez une âme qui se scinde en deux, qui va explorer la matière duelle et la terre, et puis qui, au moment donné, dans l'aspect terrestre, décide de refusionner. Et donc, c'est ça qu'on appelle des âmes sœurs primordiales ou des flammes jumelles. Ça veut dire que quand la rencontre est là, c'est foudroyant, parce que c'est comme si je retrouvais ma partie manquante ou ma partie, la partie de moi-même, et c'est déjà fusionné dans l'énergie. Et donc cette fusion dans l'énergie donne une conscience de ce qu'est l'amour, la force de l'amour, à tel point que former d'autres couples, c'est très très fade en dehors de ce couple de flammes jumelles. Et c'est là où c'est terrible, parce que cette fusion qui constitue vraiment un état d'amour parfait, eh ben, ça descend dans les chairs et ça descend dans la matière. Et c'est quand ça descend dans les chairs, ça active tout ce qui n'est pas aligné et amour du point de vue de la personne et de son ego et de ses mémoires. Et alors là, ce sont des grandes étincelles entre les personnes qui n'arrivent pas à intégrer leur propre part personnelle. Donc souvent on se dit, ben, c'est bien de se séparer, de faire un travail personnel, de revenir ensemble, de se reséparer, de revenir ensemble. C'est une histoire qui est longue, qui est engageante, qui n'est pas facilitante pour les personnages intérieurs, pour l'ego, pour tout ce que nous sommes, que nous avons nettoyé. Cependant, c'est un très très grand accélérateur d'évolution. C'est comme si on était dans le tambour d'une machine à laver sans arrêt, y compris si la flamme jumelle n'est pas là, parce que la connexion est faite de toute façon. Voilà, donc ça veut dire que cette expérience de vie, elle est magnifique. Cependant, c'est bien d'avoir un certain niveau de conscience, sinon c'est l'ego qui s'en mêle, et alors là, ça devient très, très, très douloureux. Donc voilà, pour moi, ce que je pourrais détailler afin de rétablir une information, mais elle n'est pas complète, et forcément, il y a à compléter à ce niveau-là. Bien... Moi, je peux partager que c'est vraiment une sacrée épopée, l'aventure du couple. Et que ça demande vraiment du temps à s'ajuster, parce que dans cette configuration-là, ça vient vraiment chercher l'insupportable. Hein. C'est assez étonnant. C'est à la fois c'est ce qui fait sens, et à la fois c'est ce qu'il y a de plus insupportable à vivre. Vraiment. Je sais pas comment... En fait, sur ce coup-là, je manquerai un peu de mots. Je suis plus dans l'état vibratoire du sujet, donc je sens que ça touche une profondeur, que c'est pas confortable, qu'il y a des parties de moi qui sont pas du tout d'accord, qui sont pas d'accord avec cette traversée, parce que vraiment par moments par moments ça prend la tête, hein. Enfin, quand je dis ça prend la tête, donc c'est plus écorché que ça, hein, parce que ça prend vraiment aux tripes, et au même temps c'est vrai que par rapport à ce cheminement vers soi, c'est que ça amène vraiment à plonger dans l'expérience, mais vraiment au cœur de soi-même. Et en tout cas, moi, ça m'invite à de très grands ajustements et des forts détachements pour trouver l'équilibre dans la relation. C'est ça. Humilité, détachement, conscientisation.
prise en charge personnelle, engagement, et encore, c'est même pas suffisant avec ces ingrédients, tellement que ça prend. Il n'y a rien de oisif là-dedans. Non, non. C'est gros travail. Ça me fait vraiment descendre. Hein. Je suis limite en bas de là. C'est ça. Alors, ça ressemble, le couple en voyage, ça ressemble pas à la croisière s'amuse. Hein. Eh ben non, ce serait presque une croisière sous-marine avec de grandes turbulences, en fait. Et les moments pour reprendre de l'oxygène et tout ça, voilà, tout ça, c'est pas facile à ajuster. Toujours est-il que âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur primordiale, quelque part, on s'en fiche, parce que ça n'enlève pas notre responsabilité terrestre dans la façon de vivre le couple. Quelles que soient les reliances d'âme qui relient des personnes, et il y en a, parce que s'il y a un couple qui tient un certain temps, c'est qu'il y a un contrat d'âme, donc il y a un défi de rencontre à ce niveau-là. Une part à intégrer dans la dualité qui n'a pas été terminée, qui n'a pas été harmonisée, tout se représente, donc ça c'est la part à intégrer, et ensuite il y a la part de réengagement de service qui s'ouvre. Toujours est-il que quel que soit votre couple, eh bien, ça n'enlève pas votre responsabilité personnelle au niveau de l'entité couple. Alors, comment construire ensemble les deux partenaires du couple dans la meilleure version? Et donc, la meilleure version, ce n'est pas les égos qui prennent le contrôle. Donc, si vous avez besoin de référents extérieurs, choisissez un bon référent extérieur pour vous accompagner. Parce que ce n'est pas simple au niveau du couple. Alors, peut-être que l'on va aborder dans l'atelier suivant cette notion de dualité, de couple, de façon à vous donner des exercices très concrets et très simples afin de mettre en pratique des choses simples, des choses qui font qu'on ne laisse pas en suspens et s'accumuler des non-dits, puisque la communication est essentielle. Voilà, donc sachez que pour nous, le but c'est vraiment d'approfondir, et on va revenir sur les couples, parce que toute notre vie est dans une relation couple, moi et l'autre, moi et un groupe, moi et l'association, moi et la vie, moi et les animaux, moi et les règles. Voilà, il n'y a que des relations couple en fait. Donc il est essentiel que l'on y revienne, je pense, à différents moments. Ah oui, c'est le cœur du sujet, hein, toute la vie comment est construite à travers le couplage. Hein. Je crois qu'on ne peut pas y échapper, c'est un sujet majeur. C'est ça. Alors on va terminer sur des mots de joie. Quel que soit votre couple, célébrez votre couple, parce que c'est votre meilleur outil d'évolution. Votre couple intérieur, si vous êtes célibataire, votre couple extérieur, ou bien d'autres couples, le couple parent-enfant, le couple d'associés, célébrez l'existence avec le couple que vous formez et que vous nourrissez. Et nous vous donnons rendez-vous au mercredi prochain. À bientôt. À bientôt.